Salut à toutes et à tous, bienvenue dans les recettes ludiques. Aujourd'hui on vous présente Carnegie, un jeu de gestion de ressources et de construction de réseau basé sur la vie d'un personnage historique, Andrew Carnegie. Vous trouverez dans cette vidéo un aperçu rapide du matériel et des règles du jeu, ainsi que nos retours sur celui-ci. Le jeu nous a été prêté par l'éditeur et c'est un prototype. Le matériel que vous verrez donc dans la vidéo n'est pas définitif. Le jeu a été conçu par Xavier Georges, un auteur belge, originaire de la province de Namur, ingénieur architecte de formation qui a été auteur ou co-auteur sur d'autres projets, on peut citer Carson City ou encore 3. Il est illustré par le talentueux Yann O'Toole qu'on ne présente plus suite à ses diverses participations à des projets ludiques. Dernièrement il a illustré Merv, également Kanban Eevee ou encore On Mars. Enfin, il est édité par Queenette Games et est disponible sur Kickstarter du 21 janvier jusqu'au 7 février 2021. La version française sera assurée par Pixie Games et elle est disponible directement via le Kickstarter. Dans tous les cas, il n'y a pas du tout de texte sur le matériel du jeu. Côté jouabilité, on est sur un jeu pour 1 à 4 joueurs, il y a bien un mode solo qui est inclus, à partir de 12 ans, ainsi que des parties de 1h30 jusqu'à 3h. Enfin, en termes de complexité, on le place à environ 3,7 sur l'échelle BGG, ce qui le met à peu près au niveau d'un Solkin. Carnegie s'inspire de l'histoire du célèbre industriel et philanthrope Andrew Carnegie. Né en 1835 en Écosse, il migre vers les États-Unis en 1848. Il était homme de lecture et son succès est tiré en grande partie des apprentissages qu'il fit grâce aux livres qu'il empruntait à la bibliothèque de son quartier. En créant la Carnegie Steel Company et en vendant des chemins de fer à bas prix, il devient l'un des hommes les plus riches du monde. Mais il ne garda pas cette fortune pour lui. Une grande partie fut reversée à diverses fondations et œuvres de charité, mais également des infrastructures publiques comme des bibliothèques, des salles de spectacle et des musées. En France, la bibliothèque de Reims, inaugurée en 1928, a été financée en partie par la dotation Carnegie. Elle porte d'ailleurs son nom et le style art déco caractéristique de cette époque. L'objectif dans Carnegie n'est pas d'être le joueur le plus riche à la fin de la partie, mais bien de développer votre société pour participer au bien commun. Pour cela, vous allez construire des réseaux entre les différentes villes américaines et également choisir judicieusement les investissements dans lesquels vous allez mettre votre argent pour maximiser vos points de victoire à la fin de la partie. Voici le plateau principal qui représente la carte des États-Unis avec ses villes principales réparties en 3 niveaux. Des petites, des moyennes et des grandes. Dans ces villes, vous pourrez développer des projets de 4 types différents, des projets immobiliers, commerciaux, industriels ou encore des infrastructures publiques. Certaines villes vous rapporteront des points de victoire en fin de partie et d'autres un revenu lié à votre niveau de transport dans cette région. Ces villes sont interconnectées via un réseau de transport réparti en 3 niveaux. Charrettes, diligences et voies ferrées. Sur chacune des régions, vous disposez de pistes pour progresser sur les différents niveaux de transport. Vous commencez systématiquement tout en bas de ces pistes et vous pourrez progresser au cours de la partie pour atteindre le niveau maximum. Chacun des niveaux est associé à un revenu que vous pourrez obtenir sur certaines villes, mais également en rapatriant vos employés en mission. À côté de ces pistes, on trouve également des emplacements de mission qui sont liés à chaque région. Vous pourrez y envoyer vos employés en mission et ils ne seront pas disponibles pour travailler au sein de votre société tant qu'ils seront en mission. En haut du plateau, vous trouverez un espace donation où vous pourrez faire des donations tout au long de la partie et ça vous rapportera un scoring lié à différents éléments du jeu que l'on verra pendant l'aperçu des règles. Enfin, vous avez un encart en haut à droite du plateau et en bas à gauche qui sont liés au scoring. On trouve très peu de ressources à notre disposition. On a de l'argent, des cubes ressources d'un seul type, ainsi que des employés qui travailleront au sein de notre société. On passe ensuite à la piste de temps. Piste de temps qui est composée de 4 lignes. Chacune des lignes commence avec un marqueur qui représente une des 4 actions qu'on peut réaliser dans le jeu. On trouve de haut en bas le marqueur ressources humaines, le management, la construction, ainsi que le pôle recherche et développement. Chacune des cases de la piste de temps représente un événement qui peut être soit un événement de type revenu, soit un événement de type donation, soit un événement avec les 2 types à la fois. On trouve ensuite un marqueur joueur actif ainsi qu'un marqueur temporel. Chaque joueur possède une société représentée par ce bâtiment. Chaque case du bâtiment est un emplacement pour un département
et chaque département est lié à une action du jeu en fonction du petit pictogramme d'action. Tout en bas de votre bâtiment, vous trouverez le hall de votre entreprise. C'est ici qu'arriveront vos nouveaux employés ainsi que vos employés qui rentreront de mission. On commence la partie avec exactement les mêmes départements, mais on en aura des nouveaux disponibles à mettre sur les cases vides de notre plateau. Dans un département, on trouve éventuellement une ou plusieurs stations de travail liées à éventuellement un coût ou non. On sait déjà qu'il y aura un tableau pour mettre les nouveaux départements sur la campagne Kickstarter. Sur la droite de votre société se trouvent 4 tirettes qui représentent les 4 domaines de projet qu'on a vus tout à l'heure. Sur chaque case de ces tirettes, on va trouver des emplacements qui sont en fait des revenus, qui sont matérialisés par un petit point d'exclamation comme celui-là, sur lequel on va placer des petites maisons qui matérialisent des projets. Alors, on a des maisons parce qu'il s'agit d'un prototype, on sait déjà que dans la version définitive, ce sera des disques. Ces projets, on va pouvoir les placer pendant la partie sur le plateau de jeu, sur les emplacements qui correspondent au type de projet. On trouve ensuite un jeton de choix d'action, un par joueur, qui représente en fait une possibilité pour le joueur de faire une action différente de celle choisie par le joueur actif. On s'en sert une seule fois par partie, ou alors on décide de ne pas s'en servir et à la place on récupère 3 points de victoire en fin de partie. Ces jetons ne sont utilisés que dans les parties à 3 ou 4 joueurs. Enfin, on trouve également un deck de cartes qui est là pour la version solo essentiellement. Vous allez affronter Andrew Carnegie, qui est le personnage qui est représenté dans le jeu. On se servira également de ces cartes pour les parties à 2 ou 3 joueurs pour la mise en place, de manière à bloquer des emplacements de la carte de manière aléatoire. On sait déjà qu'il y aura également des aides de jeu disponibles qu'on n'a pas parce que c'est une version prototype, ainsi qu'un insert signé GameTrace pour organiser tout ce petit matériel. On va vous épargner toute la mise en place, mais concrètement, il y en a pour 5 minutes et on peut lancer la partie. Le jeu se joue en 20 manches, quel que soit le nombre de joueurs. Il y aura un joueur actif qui changera à chaque manche. On le reconnaîtra car c'est lui qui possédera cette petite locomotive, mais aussi et surtout parce que c'est lui qui aura le privilège de choisir l'action qui sera jouée lors de ce tour. Il réalisera cette action et ensuite tous les autres joueurs auront la possibilité de la réaliser juste après lui. Chaque manche est décomposée en 5 phases qu'on va voir tout de suite. Première phase, le joueur actif va placer le marqueur temporel, c'est-à-dire cette petite roue crantée, sur une des 4 lignes de la piste du temps. Il va le placer juste à côté du marqueur d'action qu'il a choisi de réaliser. À la fin de la manche, le marqueur d'action correspondant sera déplacé d'une case vers la droite, là où était le marqueur temporel, de manière à bien respecter les 20 actions du jeu. Alors, on pourrait penser qu'on va réaliser chacune des 4 actions 5 fois dans la partie. Pas tout à fait, puisque même lorsqu'un marqueur d'action sera arrivé en bout de ligne, on va quand même pouvoir placer le marqueur temporel juste à côté, c'est simplement que c'est un autre marqueur d'action qui avancera de manière à bien respecter les 20 actions du jeu. Deuxième phase, on réalise l'événement situé en dessous du marqueur de temps que l'on vient de placer. Il y a 2 types d'événements. Le premier nous permet de percevoir des revenus. Pour cela, chaque joueur va pouvoir rapatrier les employés qu'il aura envoyés en mission dans la région correspondante. Pour chaque employé rapatrié, il percevra le revenu en fonction de son niveau sur la piste de transport. Ici, mon niveau est de 2 $. Si j'ai fait cette action de rapatrier des employés, je vais pouvoir percevoir en plus le revenu lié au projet déjà réalisé, inscrit sur les tirettes à droite de mon plateau joueur. L'autre type d'événement, c'est le fait d'effectuer une donation. En commençant par le joueur actif, tous les joueurs vont alors avoir la possibilité de faire une donation. La première coûte 5 $, la seconde 10 $, la troisième 15 $, et ainsi de suite. Ça peut coûter très cher. Mais les donations sont importantes puisque ce sont des multiplicateurs qui vous rapporteront des points de victoire en fin de partie. La première colonne correspond à des points de victoire en fonction des départements que vous aurez dans votre société. La seconde correspond aux réalisations que vous aurez faites pendant la partie sur le plateau de jeu. La suivante vous permettra d'échanger des ressources contre des points de victoire et la dernière se base sur vos projets que vous aurez faits dans les régions et dans les villes sur le plateau de jeu. Si on regarde la piste du temps, on remarque que la dernière case de chaque ligne vous permet de faire les 2 événements, ou alors un seul, c'est au choix des joueurs.
Troisième phase, chaque joueur, en commençant par le joueur actif, va pouvoir activer tous les départements de sa société qui correspondent à l'action choisie par le joueur actif dans la phase précédente. Pour pouvoir activer un département, vous devez y posséder des ouvriers actifs, c'est-à-dire des employés qui sont debout dans une station de travail au sein du département. L'activation des ouvriers, c'est la phase 4, donc on en parlera juste après. Ce qui est important ici, c'est de noter que chacun des départements offre un effet particulier que vous pouvez déclencher autant de fois que vous avez d'ouvriers actifs dans le département. On va passer en revue rapidement les départements de base, qui sont communs à tous les joueurs. Premier département, les ressources humaines, vous allez pouvoir déplacer vos ouvriers à l'intérieur de la société. Les deux départements de management vous permettent de récupérer des ressources, ainsi que de nouveaux départements que vous allez pouvoir acheter, placer dans votre société. Le département de construction vous permet de construire des nouveaux projets sur le plateau de jeu. Et enfin, le pôle recherche et développement vous permet de dépenser ce qu'on appelle des points d'étude, soit sur les pistes de transport des différentes régions, soit sur vos tirettes de projets pour avoir de nouveaux projets disponibles. Vous remarquez sur certains départements qu'on retrouve ce petit pictogramme qui correspond en fait à envoyer un employé en mission. Lorsque vous avez ce pictogramme, pour chacun des employés actifs qui se trouvent dans le département, vous allez pouvoir l'envoyer en mission pour obtenir l'effet correspondant. Envoyer un employé en mission, ça correspond à l'envoyer dans une des régions sur l'encart de mission qui correspond. Envoyer un employé en mission, ça va servir au moment de les récupérer pendant l'événement qu'on a vu en phase 2 pour obtenir des revenus. Les départements supplémentaires sont tirés au sort au début de la partie, leur nombre dépend du nombre de joueurs dans la partie, et ils apportent des effets évidemment divers et variés, notamment des effets permanents, des activations spécifiques, etc. Quatrième phase, on va pouvoir activer nos employés en payant le coût éventuel de leur poste de travail. Pas d'obligation bien sûr, mais seuls les employés actifs pourront produire les effets de leur département. Un employé reste actif tant qu'il n'a pas été envoyé en mission ou déplacé au sein de la société. Si un employé est déplacé au sein de la société, même s'il est déjà actif, il devient inactif en changeant de département puisqu'il est alors en formation. Lorsque l'on récupère un employé de mission, il revient également dans le hall de la société. Pour pouvoir l'utiliser à nouveau, il faudra le déplacer et l'activer par la suite. Cela signifie que vous ne désactivez pas les employés qui ne changent pas de département d'un tour à l'autre. Ce n'est pas le fait de produire un effet qui désactive vos employés. Cinquième et dernière phase, on va donc déplacer le marqueur d'action sur la droite, là où se trouvait justement le marqueur temporel, et on passe le marqueur joueur actif plus le marqueur temporel au joueur suivant dans l'ordre du tour. Et on va faire ça jusqu'à ce que tous les marqueurs d'action aient atteint le bout de la piste du temps. Dans ce cas-là, on aura réalisé les 20 actions du jeu et on pourra passer à la phase de scoring. La partie s'arrête immédiatement, bien sûr. On passe à la phase de scoring qui est détaillée sur le plateau principal, en bas à gauche. Au score actuel des joueurs vont venir s'ajouter les points pour les marqueurs, les jetons de choix d'action que les joueurs n'auront pas utilisés pendant la partie. Ensuite, un point pour chaque ouvrier qui est encore actif au sein de la société du joueur. Donc, un point pour chaque ouvrier debout dans les départements. Ensuite, 2 ou 3 points pour chaque nouveau département qu'on aurait ramené dans la société en fonction de la ligne sur laquelle il va se trouver. 2 points pour toutes les lignes du bas et 3 points pour la ligne qui se trouve tout en haut. Ensuite, on va obtenir des points également pour les projets, c'est-à-dire sur les tirettes de projet. Tout au bout, vous voyez, on a des points bleus comme ceci, ce sont des points de fin de partie, on les compte à ce moment-là. Ensuite, on passe aux points pour les grandes villes que vous aurez réussi à relier. Ici, on va se baser sur l'encart en haut à droite du plateau. Chacune des grandes villes du plateau, donc qui se trouvent dans les 4 régions, ont une valeur, ce qu'on appelle une valeur de liaison. Cette valeur, on va ajouter en fait toutes les villes qu'on a réussi à relier. Par exemple, si j'ai relié New Orleans, San Francisco et Chicago, j'ai donc 1, 3, 4 points de liaison. Je vais donc me référer à la ligne de 4 points de liaison ici. Ensuite, je vais regarder les niveaux de transport que j'ai atteints dans les régions qui correspondent à ces villes que j'ai reliées. Je vais prendre le niveau de transport le plus bas pour avoir mon score final. Si vous avez atteint le niveau chemin de fer dans toutes les régions où vous avez relié des villes, parfait, vous marquez le maximum de points. Si vous avez atteint un niveau inférieur, vous marquez forcément moins de points.
Ensuite, on va marquer des points pour chacune des villes dans laquelle on a construit des projets. Vous voyez que certaines villes n'en rapportent pas, mais des villes rapportent 1, 2 ou 3 points. Et enfin, on va évidemment récupérer les points de nos donations en fonction de là où on s'est placé pendant la partie, en sachant qu'une donation ne peut rapporter au maximum que 12 points. Donc 12 points pour chacune des donations que vous aurez financées au maximum. Une fois qu'on a terminé cette phase de scoring, on regarde qui a le plus de points de victoire et évidemment le gagnant est celui qui en a le plus, celui ou ceux d'ailleurs, parce qu'on ne départage pas les égalités. S'il y a plusieurs gagnants, eh bien, ils se partagent la victoire. Maintenant que vous avez un aperçu des règles du jeu, on va vous donner notre ressenti sur celui-ci. Donc on a fait que quelques parties, 6 parties à 2 joueurs, une à 3 joueurs, et bientôt on espère une partie à 4 joueurs. Donc on va commencer tout de suite par le gameplay. Premier point sur le gameplay, on peut parler du système d'action, qui est très agréable. Le fait qu'un joueur choisisse l'action et que tout le monde en profite autour de la table, c'est agréable pour deux choses. D'abord, c'est que tout le monde va jouer l'action. Alors vous allez jouer 80-90% des actions, hein. Parfois il y aura du blocage, mais normalement vous jouez presque toutes les actions. Et en plus, du coup, le fait que vous arriviez à faire ces 20 actions dans le jeu, vous avez l'impression vraiment d'arriver à développer quelque chose. Vous n'êtes pas frustré parce que vous n'avez pas assez d'actions pour tout faire. Là, j'ai l'impression quand même qu'on a le temps de vraiment mettre quelque chose en place. Ça, c'est plutôt agréable. Et pourtant, on a quand même des règles qui sont courtes et faciles à prendre en main. Donc ça, moi, c'est une chose que j'aime beaucoup sur un jeu qui est profond, et pourtant, on a quand même des règles très simples. Et on a tout de même une marge de progression importante. Après cette partie, notre score, il ne fait que augmenter, et du coup, c'est plutôt bon signe. Ouais, complètement. Deuxième point, c'est le point du matériel. Alors, on l'a vu rapidement, hein, mais la mise en place est extrêmement rapide. Comme on a très peu de matériel, du coup, tout se met en place rapidement et se range également rapidement. Ça fait partie du temps de jeu, et du coup, on prend plus de plaisir, puisqu'on passe plus de temps à jouer qu'à installer, désinstaller le matériel. Et ça, dans les gros jeux type Eurogame, c'est un problème récurrent. Ici, clairement, on n'y est pas du tout contraint, et c'est hyper agréable. Bon, pour passer du matériel aux illustrations, c'est Yann O'Toole, l'illustrateur du jeu. Personnellement, moi, c'est un illustrateur dont j'aime le travail, et je suis encore satisfaite sur ce jeu, surtout parce qu'il est lisible. J'aime bien quand les iconographies sont claires et qu'on ne revient pas à la règle au cours du jeu, et ça, merci pour ça, j'aime beaucoup. Sur la partie illustration, alors plutôt thème de mon côté, j'aime le thème de la façon dont il est implémenté, c'est-à-dire qu'on tourne autour d'un personnage historique réel. Alors je trouve que déjà c'est un vrai plus, mais en plus on s'inspire vraiment de sa vie et de la façon dont il voyait les choses, et ça c'est excellent, on le ressent tout à fait à l'intérieur du jeu, et le système de donation est vraiment inspiré de ça. Enfin, je trouve que c'est vraiment très très agréable. Sur les interactions maintenant, peut-être ? Oui, on peut terminer par ça. On n'a pas de l'interaction directe dans le sens où on ne va pas intervenir dans la société du voisin. Chacun sa société. Par contre, on va pouvoir faire des choix qui vont empêcher les autres de se développer. Donc lorsqu'on choisit l'action, on peut bloquer les autres qui ne pourront peut-être pas faire cette action. Mais aussi sur la carte, on peut couper des routes, ce qui est vraiment intéressant parce qu'il y a un gros scoring sur la carte. Et aussi sur les donations, on peut piquer certaines donations avant les autres. Et c'est plutôt cool. Ouais. C'est bien fait. Alors, si on parle de la carte, justement, petite piste d'amélioration, si vraiment on pousse au maximum, si vous nous entendez, Queenette Games, pour un stretch goal d'ailleurs, si jamais on peut avoir une carte à 2 joueurs, ça serait parfait. Alors déjà parce que nous on joue quasiment tout le temps à 2 joueurs, bien sûr, mais aussi parce que je trouve que bloquer artificiellement des villes sur une très grande carte comme ça, c'est un petit peu dommage. C'est moins bien que si on a une carte qui est spécifique à 2 joueurs, avec moins d'emplacements. Bon, bien sûr, c'est un gros travail, hein, il faut tout repenser, mais voilà, c'est un vrai plus qu'on pourrait attendre dans ce style de jeu. Voilà. Pour conclure, personnellement, et c'est la même chose pour Ben, c'est un jeu qu'on a beaucoup aimé, on le trouve excellent et on a hâte de faire de nouvelles parties, que ce soit à 2 ou à plus de joueurs. Donc merci de nous avoir envoyé ce prototype. Voilà, on va s'arrêter là. On espère vous avoir donné un bon aperçu du jeu, autant dans les règles que dans ce qu'on en a pensé. On mettra le lien de la campagne Kickstarter, bien sûr, dans la description de la vidéo. Et en attendant, on vous dit à bientôt pour de nouvelles recettes ludiques.